Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 3 titres de l'Iconoclaste, un de mes éditeurs préférés. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos concernant cette maison d'édition que j'aime beaucoup. Et cette fois-ci, dans la même semaine, du coup, en fait ces 3 là je les ai lus en 4 jours. Voilà, j'avais envie de me replonger dans des titres de l'Iconoclaste. J'en ai eu plusieurs récemment et j'avais vraiment envie, donc voilà, dont le nouveau Laetitia Colombani qui au moment où je filme le 2 mai n'est pas sorti parce qu'il sort le 7. Évidemment cette vidéo arrivera dans plus d'un mois, donc évidemment il sera sorti. Alors je vais commencer et regarder. Mention spéciale quand même. Elles sont pas trop belles les couvertures. Bref, alors on va commencer avec celui-ci qui est le premier que j'ai lu. Je reprends mes notes parce qu'il est très riche, il y a des citations que j'aimerais vous citer. Alors, celui-ci, La Sentinelle qu'on ne relève jamais de Dali Farah. C'est un roman qui m'a interpellée sur la table de la littérature française parce qu'il parle de l'autisme et notamment l'autisme chez l'adulte. C'est un livre autobiographique dans lequel Dali Farah, qui est écrivaine et scénariste, nous partage la découverte de son autisme alors qu'elle avait 50 ans. Donc c'est vrai que c'est quand même un choc. C'est un petit peu le processus de comment elle a découvert ça, parce qu'il y avait des symptômes, il y a des choses qu'elle ne supportait pas, et elle était certaine qu'elle avait quelque chose. Et elle a raison, parce que le diagnostic est tombé, elle est autiste. Alors, Dali Farah, elle a été prof de français dans un établissement scolaire supérieur, collège ou lycée, je ne me souviens plus bien, lycée je crois à ce moment-là. Elle a un compagnon, des enfants, donc c'est une femme autiste mais qui peut travailler, qui peut avoir une famille. Alors vous savez que le spectre autistique est extrêmement large, que ce handicap-ci est extrêmement complexe, il y a autant de formes d'autisme que de personnes. Du coup, on a des personnes autistes qui ne peuvent pas être scolarisées, qui ne peuvent pas travailler parce que leur handicap est beaucoup trop lourd, mais Dali Farah peut. Pour autant, elle subit des choses au quotidien que les personnes qui ne sont pas autistes ne vivent pas et n'imaginent pas. Par exemple, les néons, les lumières, les bruits, la foule. Pour elle, elle est obligée de porter un casque anti-bruit, des lunettes de soleil pour les lumières très vives, la foule, l'angoisse. Et parfois, elle fait ce qu'elle appelle ses crises où elle se balance d'avant en arrière. C'est un petit peu le genre de comportement qu'on peut voir régulièrement chez les autistes parce qu'en fait ils sont surstimulés, ils ne supportent pas ça, ils sont dans leur monde et il y a des choses qu'ils ne peuvent pas gérer, voilà. Donc c'est hyper intéressant parce que j'ai appris plein de choses, je me suis encore une fois ouvert l'esprit. Je trouve que c'est très important de le faire continuellement parce que l'autisme, très clairement, je le connais très mal. Ce handicap-ci, c'est seulement, je crois, le second roman que je lis sur le sujet. Donc voilà, ça m'a vraiment intéressée beaucoup. C'est rédigé un petit peu sous forme de journal. L'autrice dit à la fin qu'elle a dû couper pour que ce soit un petit peu plus digeste à la lecture. Alors, je vais reprendre un petit peu mes notes et notamment au niveau des citations. Ah oui, une anecdote vers le début du livre. Dali Farah dit que Minh Tran Huy, qui est une écrivaine française d'origine vietnamienne, elle se connaissait et en fait elle lui a dit qu'effectivement elle pensait que elle était autiste, une femme qui elle-même a un enfant autiste et elle lui dit une très jolie phrase, les artistes sont parfois autistes, les autistes sont souvent artistes, un petit peu pour lui dire c'est pas grave, c'est qui tu es, voilà quoi. Elle nous parle du coup de son quotidien, des choses qui sont très difficiles pour elle, prendre le train seule pour aller à des rencontres littéraires, les bouchons, les embouteillages qui l'angoissent énormément, sa volonté d'obtenir un mi-temps thérapeutique, de faire reconnaître ce handicap parce qu'elle ne peut plus vivre au quotidien de façon classique, elle est très anxieuse. Également que l'autisme
est un handicap et pas une maladie, chose qu'elle va dire à son médecin qui n'a pas trop l'air de comprendre. C'est également un petit peu une critique de la médecine qui ne prend pas du tout au sérieux certains symptômes de patients et par exemple un neurologue qui lui dit qu'elle a une migraine automnale et qu'elle ferait bien d'aller prendre l'air marin, alors qu'en fait elle est autiste, donc c'est quand même un petit peu plus profond que ça, son mal-être. C'est également les violences qu'elle a vécues enfant, violences très hard de la part de sa famille. Elle a également été violée, enfin bref, il y a des choses assez dures, hein, assez fortes, dans lesquelles on entre vraiment dans l'intimité de l'autrice. Et également il y a une vraie réflexion sur le fait que l'autisme, pour certaines personnes, elles ne se rendent pas compte du danger jusqu'à y être, et pour elle ça lui a porté préjudice parce qu'en fait elle ne voit pas le mal jusqu'à y être confrontée pleinement. Elle parle également des femmes autistes et elle parle de Susan Boyle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une chanteuse qui était arrivée dans UK Britain Got Talent, un show comme ça où elle chantait, une femme simple en fait qui avait une voix de fou. Et elle dit: ce qui nous arrive à Susan Boyle et moi n'est pas si exceptionnel, il y a un autisme féminin, une armée de femmes en tenue de camouflage qui prennent sur elles jusqu'à ce que leur corps cesse de fonctionner. Dans une société patriarcale, les capacités d'adaptation des femmes autistes sans déficience intellectuelle sont supérieures à celles des hommes. Elles possèdent de ce fait une meilleure communication, le trouble se remarque moins, elles sont discrètes dans leurs symptômes, donc sous-diagnostiquées, page 80. Et effectivement, maintenant qu'elle le dit, j'ai 2-3 personnes en tête autistes, femmes, effectivement ça se voit moins que chez les hommes. Bon, après, il s'avère que elle n'a pas ce handicap ultra élevé, mais quand même elle en parle et elle a raison pour un petit peu éveiller les consciences sur le sujet. Je vous disais qu'elle avait du mal à ne pas interpréter la violence et elle n'arrive pas en fait à voir les signes chez une personne et notamment chez un homme, et ça lui a porté préjudice plusieurs fois avec un homme, avec un prof et même avec un prêtre, voilà. Elle raconte également une anecdote avec PPDA, le fameux gars un petit peu... un mec forceur, et comment il a essayé de la foutre dans son lit et que les gens l'ont prévenu en lui disant fais attention, voilà. Et elle dit: je lis qu'être porteuse d'autisme va empêcher de lire une situation sexualisée ou au contraire en voir une là où il n'y en a pas. L'aptitude à formuler un consentement est alors aussi complexe qu'une équation à 50 inconnus. Il faut vérifier et clarifier chaque geste, chaque mimique, chaque expression pour évaluer les intentions des uns et les autres en permanence, page 101. Donc vous imaginez à quel point ça doit être compliqué pour elle. Elle dit d'elle également qu'elle est comme le petit bonhomme jaune de Google Maps et posée dans l'angle social. J'attends que quelqu'un clique, me déplace et me guide parce qu'elle a besoin d'aide. Et elle nous parle notamment de son compagnon qui l'accompagne. Oui, dans certaines rencontres, chez les médecins pour être vraiment un soutien pour elle. Elle dit quelque chose par rapport à l'écriture qui est extrêmement salvateur chez elle. Elle dit: je n'ai pas eu le choix de devenir écrivaine. Ne comprenant rien aux us et coutumes des autres, j'ai toujours vécu sur une nef de fou. Je trouvais tout le monde dingue et lisais en ogresse pour espérer rencontrer mon semblable. J'ai eu une tendresse et une attirance pour la marginalité, les boiteux et les fiévreux. Ma race a toujours été celle des tarés infinis, des imparfaits qui convergent vers la périphérie. Page 205, s'étant toujours trouvée un petit peu différente en marge, et elle se questionne même sur son enfance, si ça n'a pas été le déclencheur de cet autisme. Alors théoriquement non, j'en ai discuté avec une amie qui est assez calée sur le sujet et qui m'a dit que normalement l'autisme est inné, il est chez vous, vous naissez autiste. Et on le découvre plus ou moins tard dans sa vie, mais théoriquement l'enfance n'a pas grand chose à voir là-dedans, mais en vrai tout est possible, hein. Elle explique l'autisme et je m'arrêterai là par: autisme c'est autos, soi-même. L'autiste a un monde en lui, ne pas y accéder ne veut pas dire qu'il n'existe pas.
mon désir d'enfermement, mon désir de réclusion est d'abord un désir de protection. Il revêt aussi la lassitude du mal, de la violence. Page 207. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce roman, mais vous voyez, il est extrêmement riche, une réelle réflexion sur l'autisme et un quotidien d'une femme qui à 50 ans apprend qu'elle est autiste. Je vous encourage vivement à le découvrir si vous souhaitez en savoir plus sur ce handicap et ouvrir votre esprit. Ensuite, le dernier, Colombani, Un jour sans femme, qui porte très bien son nom. Extrêmement beau roman, énorme coup de cœur et coup de poing, je l'ai lu en à peine 2 jours, je l'ai dévoré et je vous encourage vivement à faire de même. Alors on suit 4 femmes aux 4 coins du globe, Michiko qui est japonaise, Katla qui est islandaise, Anna Maria qui vit au Salvador, je ne sais toujours pas comment s'appellent les habitants du Salvador, désolée, Awa qui est sénégalaise mais qui vit en France. Et voilà, 4 femmes qui ne se connaissent pas, qui ont des vies complètement différentes, des problématiques de vie complètement diverses et variées, mais un point commun, elles sont femmes. Dans un monde où les femmes sont jugées très souvent comme inférieures et où trop de violences sont encore faites aux femmes, à mon sexe. Et c'est... vraiment c'est un roman qui énerve, qui émue, j'ai pleuré 3 fois et je peux vous dire que les 3 protagonistes qui m'ont le plus ému, c'est celle du Salvador, la sénégalaise et la japonaise. J'ai un petit peu eu un affect inférieur pour l'islandaise, il n'y a pas de raison, mais vraiment les 3 autres m'ont vraiment fait pleurer. Alors c'est justement l'islandaise Katla avec qui tout commence. Alors déjà, le roman est divisé en chapitres assez courts, d'une dizaine de pages chacun, dans lesquels à chaque fois on suit une de nos femmes. Donc pour Katla, islandaise, alors l'Islande qui est un pays soi-disant très heureux avec la parité homme-femme, je reprends mes notes sur ça, mais c'est ça depuis 2017. L'Islande oblige à payer de façon égale les salariés hommes et salariés femmes. Ensuite j'ai mis quoi certains diront grâce à la société égalitaire elle induit une espérance de vie plus grande et un niveau économique plus élevé et une société plus heureuse. Pour autant, il y a quand même des violences faites aux femmes et elle va en être victime parce que sa meilleure amie Sofia va être tuée par un homme. Un acte qualifié d'amour passionnel, non, de crime passionnel. Et elle dit quelque chose à ce sujet que j'ai trouvé extrêmement juste. Elle dit que c'est un terme trop souvent utilisé pour justifier un meurtre et que pour elle, l'amour n'a rien à voir là-dedans. Il s'agit d'un crime de possession de toute puissance, de frustration qui ne mérite ni circonstances atténuantes, ni pardon, page 81. Et qu'est-ce que c'est vrai? Bref, cet acte-là de meurtre va profondément bouleverser Katla parce que c'était sa meilleure amie et elle va se rendre compte que sa grand-mère, Amma, était très impliquée dans une cause des femmes qui a participé à la fameuse manifestation qui a eu lieu en 1975 en Islande où les femmes ont arrêté de travailler pour se faire entendre. Et Katla va initier un mouvement similaire qui va faire se rapprocher nos 4 protagonistes du roman. Ensuite au Japon, Michiko, une jeune femme salariée dans une entreprise, est enceinte. Elle a osé tomber enceinte avant des employés plus âgés, avant des supérieurs hiérarchiques. C'est un crime. Bref, il y a des choses qui dans les chapitres de Michiko m'ont profondément émue. Vu que j'adore la société... non, je n'adore pas... Non. Vu que j'aime beaucoup et je m'intéresse au Japon, mais la société japonaise est encore extrêmement problématique, extrêmement patriarcale et inégalitaire. Il faut un petit peu le savoir. Et elle parle du harcèlement qu'elle va vivre dans son entreprise, à quel point elle va être mise de côté parce qu'elle est enceinte, que son supérieur voudrait qu'elle quitte l'entreprise plutôt qu'elle se mette en congé maternité, chose qui n'est pas encore bien vue au Japon. En fait, c'est
un pays tellement paradoxal. Ils sont en manque d'enfants, les femmes ne procréent plus, mais aucune aide ne leur est apportée pour les congés maternité, des places en crèche, des allocations. Donc en fait, rien n'est fait pour qu'elles fassent des enfants. Et la société se plaint qu'il n'y a pas d'enfants. Bah au bout d'un moment, faut un petit peu mettre les moyens. Bref, son frère est un hikikomori. Hikikomori, c'est un mot qui signifie l'enfermement volontaire. Enfin, plus ou moins. En gros, c'est des personnes qui, suite à un choc, à une pression quelle qu'elle soit, à un ras-le-bol de la vie en général, s'enferment chez eux pour ne plus jamais ressortir. Et son frère, c'est exactement ça. Donc c'est quand même d'une assez grande violence. Et elle explique sur ça un hikikomori justement qui dit: on ne s'enferme pas parce qu'on est bien chez soi, on le fait parce qu'on est bien nulle part. Donc quand je me réveille, je réalise que je suis toujours vivant et ce constat me terrifie. Page 267. Donc elle va vivre ce harcèlement au quotidien, personne ne va s'en rendre compte. Son supérieur qui lui dit clairement: vous n'êtes pas invité à la soirée, une femme enceinte qui ne boit pas risque de casser l'ambiance, page 182. C'est vicieux le harcèlement au travail, hein. Également, il y aurait à peu près 1 million de hikikomori au Japon et le pays a même fait des études à l'étranger pour voir si ce phénomène existait, beaucoup moins qu'au Japon, c'est pour ça qu'ils ont créé un mot eux-mêmes. Et il y a quelque chose qui est également évoqué, donc le suicide et le phénomène de disparition volontaire. Est-ce que vous saviez que 2 livres best-sellers qui traitent des sujets sont best-sellers quoi. Il y a un livre qui se vend extrêmement bien sur 11 façons de réussir son suicide et un autre sur comment disparaître facilement en 3 semaines sans laisser de traces. Donc là ça montre quand même des problèmes sociaux extrêmement profonds. Donc ça c'est vraiment des sujets très durs. Ensuite on suit Awa qui est sénégalaise, qui est venue faire ses études en France, qui est désormais médecin, qui travaille aux urgences. Alors pour elle, elle va vivre clairement de la ségrégation due à son sexe et à son origine, parce qu'on la prend pour une infirmière vu que c'est une femme et qu'elle est noire. Très clairement, elle vit vraiment le quotidien des urgences tel qu'on le connaît, le manque de moyens, de personnel, de place, etc. Un burn-out qui la guette. Ensuite, elle va aller au Sénégal, elle va rentrer chez elle et là, elle va débuter une véritable lutte contre l'excision. Ce phénomène traditionnel, culturel, ce n'est pas du tout religieux, je préfère le dire, qui a encore lieu, notamment dans certains pays d'Afrique noire, alors que c'est un acte barbare, que c'est un réel problème de santé publique, que c'est interdit depuis 1999 au Sénégal. Bref, quelque chose d'absolument abject où on coupe une partie d'une femme juste pour qu'elle ne ressente pas de plaisir et soi-disant on la purifie. Non, l'homme peut prendre son pied, mais pas la femme. Imaginez à quel point c'est horrible. Et il faut savoir également que l'excision entraîne toutes sortes de problèmes. La mort, l'infertilité, des accouchements difficiles, des infections, bref, des choses horribles. Et Awa va essayer de faire entendre ça en tant que médecin à sa communauté. Et la réaction, au début, elle est extrêmement violente et là je me suis dit mais elles sont complètement folles. En fait, il faut savoir que ce sont des femmes qui pratiquent l'excision. Ce sont souvent des vieilles femmes qui vont couper les petites filles plus ou moins grandes. Et quand elle dit qu'elle aimerait que ça cesse parce que c'est une tragédie, il y en a quand même une qui répond: elles sont nombreuses issues de cette communauté. De quoi vivront-elles si les mutilations cessent? Elles seraient alors privées de revenus, réduites à la mendicité. Cela, nul ne peut l'envisager. Page 280. Il y a quand même des gens qui vont dire: ah bah non, faut pas que ça cesse parce que ces vieilles femmes n'auront plus de travail. Non mais vous vous rendez compte comme c'est violent? Donc, du coup, prête à tout pour continuer. C'est terrible. Bref, je vais m'arrêter là sur Awa, mais vraiment des sujets très forts, très très durs et complètement dans l'air du temps. Et la 4e femme, c'est Ana Maria, qui au Salvador travaille dans une usine de textile 10 heures par jour.
Je crois qu'elle gagne 280 $ par mois au Salvador, qui est un pays ravagé par la mafia, les clans, bref, c'est vraiment un pays très compliqué et également un des pays qui punit le plus l'avortement. Vous pouvez prendre jusqu'à 30 à 50 ans de prison pour avoir avorté et même certaines fausses couches sont vues comme des tentatives d'avortement et c'est ce qui va arriver à sa fille Esperanza qui a 13 ans, enfin non, ou un peu plus âgée, je ne sais plus. Elle va se retrouver en prison parce qu'elle était enceinte et le bébé n'est plus. Voilà, du coup elle va se battre pour la faire sortir aidée d'une avocate, mais dans un pays où c'est encore extrêmement puni. Enfin bref, il y a des situations complètement dingues qui m'ont révoltée, qui m'ont donné envie d'aller tuer de homme avec un petit H. C'est ces conditions de travail qui sont tout sauf légales. Bref, donc pour elle, ouais, ces combats, c'est vraiment la place de la femme au Salvador, l'avortement, les conditions de travail, et qui lance une révolution, vous le verrez, c'est assez drôle. Écoutez, je vais m'arrêter là, et ces femmes vont décider un jour de dire stop et de faire un petit peu une révolution. C'est un livre que je vous encourage à toutes, hommes, femmes, jeunes, vieux, je ne sais pas, à lire ce livre-là qui est extrêmement important. Et du coup, cette révolution commencera le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. 10 sur 10 pour celui-là. Et le dernier roman duquel j'avais envie de vous parler, c'est Touche fantôme de Amaury d'Acuna. Un livre autobiographique assez fin qui parle du téléphone, l'objet téléphone que l'on connaît tous, avec lequel on est plus ou moins lié. De mon côté, je l'ai tout le temps avec moi, même trop. Alors, c'est un livre original qui mène à penser un objet du quotidien d'une autre façon, mais également émouvant parce que ça part en fait du suicide de son frère Charles des années et des années auparavant, alors que celui-ci travaille à Singapour, et comment Amaury a su la mort de son frère via téléphone. Donc forcément c'est extrêmement violent, événement auquel il revient assez souvent dans le récit. Également des anecdotes téléphoniques, comme avec un ami qui l'appelle souvent alors qu'il est en voiture, un autre qui se ressasse son passé avec lequel il n'a pas grand chose à dire, le téléphone de son frère, son iPhone 1 qui devient une vraie relique, les conversations qu'il a avec des proches, également le fait qu'il enregistre parfois des conversations avec des proches, c'est assez original. Il dit qu'il a un Charles coincé dans ma gorge, mais qu'il est bien incapable de le dire à sa mère, page 122, comme un chat coincé dans la gorge. Sauf que Charles, son frère, sujet encore un petit peu tabou avec ses parents. Et il parle également de la fameuse cabine téléphonique du vent au Japon, qui est un lieu en fait qui a été imaginé suite au tsunami de 2011, où beaucoup de personnes ont péri, 11 000 je crois de mémoire, et c'est un sujet qu'on retrouve dans le roman que j'ai absolument adoré, qui s'appelle Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina, qui est un petit peu le lieu phare, et Amaury d'Acuna parle de ce lieu qui est en fait une cabine où vous parlez, il n'y a personne au bout du fil et vous vous exprimez, vous communiquez avec vos morts. Bien sûr, il n'y a personne au bout du fil, mais c'est un petit peu libérateur. Voilà, un roman assez original qui se lit vite, hein, mais vraiment, j'avais jamais vu un sujet, enfin un roman qui tourne autour du téléphone. C'est original, pourquoi pas. Écoutez, voilà pour ça. Voilà, c'en est tout pour cette longue vidéo de 3 titres de l'Iconoclast, éditeur que j'aime beaucoup, beaucoup. Mes livres sont en haut, hein, vous commencez à le savoir. Donc voilà, des sujets extrêmement engagés, forts, émouvants, beaux, intéressants. Et c'est ce que j'aime avec cet éditeur-ci, c'est que les sujets sont très variés. C'est des romans souvent assez engagés avec des belles plumes plus ou moins connues. Et ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire le ou les romans qui vous ont le plus donné envie. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!